Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc dans la presse ce matin, après l'attentat de Trèbes, l'exigence de réponses politiques. Et oui, fini le recueillement, c'est déjà l'heure de la mise à l'épreuve. C'est l'expression choisie par le site d'information Huffington Post, mais aussi par le quotidien L'Opinion. La doctrine Macron mise à l'épreuve, titre le journal qui s'interroge. Quel président sera-t-il face à l'islamisme radical? Se démarquera-t-il de François Hollande? Et à lire certains éditos, il y a urgence. Il y a un risque que les Français ne se contentent plus du discours sur l'unité nationale, écrit Guillaume Tabar dans le Figaro. Emmanuel Macron doit convaincre le pays qu'il se soucie de s'attaquer à la racine du mal, mais aussi proposer des solutions concrètes, même si elles ne sont pas consensuelles ou qu'elles sont polémiques. Guillaume Tabar qui parle évidemment du bouquet d'idées proposées ce week-end, principalement par LR et le FN, expulsion des fichiers S, des salafistes, rétablissement de l'état d'urgence, d'échéance de nationalité. À ce propos, interview intéressante d'Alain Bauer dans Sud-Ouest, intéressante car comme le rappelle le journal, cela fait des années qu'il conseille et inspire les différents hommes au pouvoir sur les questions de renseignement, de Nicolas Sarkozy à Manuel Valls. Il explique que le problème n'est plus aujourd'hui d'obtenir des informations, mais de traiter correctement le flot d'informations qui submerge les services. Depuis l'attentat de Nice en 2016, dit-il, il y a eu un recrutement massif d'analystes. Les interventions préventives sont 10 fois plus nombreuses qu'avant. Une cinquantaine d'attentats a été évitée et 90% échouent. Malgré tout, ajoute Alain Bauer, je crains qu'il n'en reste une part incompressible, comme ce fut le cas peut-être à Trèbes. Pour autant, conclut-il, je trouve qu'une assez jolie France se dessine dans ces circonstances, vigilante, résiliente, mais aussi résistante. Et c'est sur cet aspect-là, la résistance, que s'arrête nombre d'éditos ce matin. Par exemple, celui de François Hernenwein dans La Croix, intitulé « Se rassembler ». Ces appels à la cohésion ne sont ni angélisme ni déni du réel, écrit-il. L'arsenal juridique a été renforcé, l'état d'urgence a été transposé dans le droit commun, la surveillance s'est accrue, un parquet antiterroriste devrait même voir le jour à la fin de l'année. Mais voilà, la République n'a pas le choix. Pour que tout cela soit efficace, conclut La Croix, notre unité reste indispensable. Autre titre sur lequel reviennent largement vos journaux ce matin, la mobilisation contre les armes à feu aux États-Unis. Où là aussi, il est question d'unité contre un fléau qui sème la mort. Si vous êtes passé à côté ce week-end, l'Humanité publie en une cette photo aérienne de la marche de Washington, une marée humaine qui s'étale jusqu'à l'horizon. Et ce titre, des millions d'Américains disent stop aux armes à feu. Gros dossier également dans Libération qui donne la parole aux lycéens. On a quand même le droit d'exiger d'être en sécurité à l'école, lance Logan, 15 ans. C'est un droit bien plus important que celui de porter des armes et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les interdire. Où l'on se dit qu'effectivement, là, il serait simple de légiférer. Interdire la vente de fusils d'assaut, ce serait une mesure de bon sens, comme on dit. Et puis, on ouvre les échos et on réalise que le bon sens, c'est compliqué. Près d'un tiers des Américains possèdent une arme. 310 millions sont en circulation dans le pays. Le marché des armes à feu aux États-Unis, c'est 300 000 emplois et 51 milliards de dollars de recettes, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Voilà pourquoi, comme le soulignent les échos, malgré les tueries, la législation évolue peu. D'ailleurs, cette mobilisation ne fait déjà plus la une aux États-Unis. Et non, les journaux américains sont passés à un tout autre sujet. Ce qui les occupe ce matin, ce sont les révélations de l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels. En une des sites du New York Times, du Washington Post ou encore du Los Angeles Times, elle confirme dans une interview à 60 Minutes non seulement avoir eu une relation avec Donald Trump en 2006, mais aussi avoir été menacée au cas où elle révélerait quoi que ce soit. Au pays où l'affaire Lewinsky a anéanti la réputation de Bill Clinton, on se dit que cette polémique pourrait déstabiliser Trump bien plus sûrement qu'une marche contre les armes. Elle raconte notamment qu'en 2011, un inconnu l'a abordée sur un parking de Las Vegas alors qu'elle était avec sa fille, lui demandant de laisser Trump tranquille tout en dévisageant l'enfant. C'est une jolie petite fille, aurait-il dit. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à sa mère, Stormy Daniels, qui confie n'avoir pas porté plainte parce qu'elle avait peur. Je n'ai pas porté plainte parce que j'avais peur. Une phrase qu'on retrouve d'ailleurs mot pour mot dans l'équipe, oui, sur une autre affaire. Sur une toute autre affaire. Témoignage de l'ancienne compagne d'un célèbre footballeur professionnel dont le nom est tu. Myriam raconte son quotidien de femme battue et cette impossibilité de porter plainte par peur, par tétanie permanente. Aujourd'hui, je réalise que j'aurais pu mourir, dit-elle, racontant les coups, les pertes de connaissances
reconnaissance, les passages à l'hôpital, les mensonges aux infirmiers, souvent l'argument de la baignoire, le j'ai glissé, et puis l'emprise, la culpabilité. Il ne faut pas que le club sache que ses coéquipiers se doutent de quoi que ce soit. Il y a aussi sa propre mère qui lui dit qu'il va peut-être changer, et puis la dépendance financière. Il refusait que je travaille, explique Myriam. En fait, ces hommes-là vous enferment, vous isolent. Après les coups, il m'offrait des cadeaux. En 2015, par exemple, 3 jours après m'avoir frappé, il m'a offert une voiture. Les journalistes Christine Thomas et Mathieu Grégoire assurent avoir vérifié et validé tous les faits qui pouvaient l'être. Mais il y a une procédure ou pas engagée aujourd'hui? Non, elle a refusé de porter plainte. Donc il n'y aura pas de procédure contentieuse. Elle a appelé l'équipe pour raconter son histoire, mais pour l'instant, elle dit peut-être qu'un jour j'arriverai à prendre mon courage de main pour porter plainte, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est à lire en tout cas dans l'équipe, qui publie également un long papier sur d'autres affaires de violences faites aux femmes, pour lesquelles cette fois on connaît le nom des accusés, le gardien de but Nicolas Douchet et le défenseur Brice Djadjedje au RC Lens. Comme pour les matchs, il y a aussi toute une batterie de chiffres en page 3. En 2016, en France, 110 000 plaintes pour violences au sein du couple ont été déposées. 4 victimes sur 5 ne portent pas plainte. 123 femmes sont mortes sous les coups, soit une tous les 3 jours. Le genre de stats qui devrait tous nous occuper. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont publiées de plus en plus largement, même dans l'équipe. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.